Précurseur de la mode masculine des années 2000, reconnu pour son savoir-faire sur les blousons et les vêtements en cuir, il a collaboré pendant plus de 10 ans avec Nicolas Ghesquière, il a créé et dessiné la ligne homme chez Balenciaga. Il a également travaillé pour différents magazines, collaboré avec Karl Lagerfeld sur des collections et été nommé directeur artistique pour l'homme chez Carven. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur artistique homme de la maison Isabelle Marant. Je reçois Barnabé Hardy. Bonjour Barnabé. Bonjour. Bienvenue dans Derrière le style, le plus grand défilé de style de tout YouTube. À partir de quel âge t'es-tu intéressé aux vêtements? Alors je pense dès ma plus tendre enfance, ma mère me dit que j'avais 5 ans. C'est elle qui me le rappelle et les souvenirs que j'ai, l'envie d'être différent. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères couturières et une maman couturière. Et simplement, elle me faisait des vêtements que je ne trouvais pas. Mais c'était plus un jeu, une envie. Mais il y avait vraiment cette envie d'être différent. Ta mère et ta grand-mère qui faisaient tes propres vêtements? Exactement. Et quand j'avais une idée très particulière, je me souviens aller très tôt dans des magasins de tissus et choisir des tissus et être fasciné aussi par le costume, chez des antiquaires, voir des broderies, des vêtements militaires. Tout ça sont des souvenirs très précis dans ma tête et quand j'en reparle avec mes parents, ils me disent mais quand même tu étais très jeune. Mais t'avais quel âge? J'avais 5 ans, ouais, j'avais 5 ans. Toute mon enfance, mon adolescence, c'était autour de ça en fait. C'était mon obsession. C'est devenu une obsession. Et on sait que l'une de tes spécialités est le cuir. Ça t'est venu quand et pourquoi? J'ai collaboré avec la maison Balenciaga pendant 8 ans on va en parler après. Ouais, mais c'est là que j'ai eu le déclic parce que on faisait beaucoup de vêtements en cuir et je travaillais en étroite collaboration avec un façonnier avec lequel on a tissé des liens aussi d'amitié, mais qui m'a montré tellement de choses et j'ai découvert la peau. Un produit, c'est un vêtement qui peut perdurer et moi le fond de mon travail et de mes envies et de mes inspirations, c'est quand même la patine du vêtement qui reste et c'est une des seules matières qui permet la durée dans le temps. Aujourd'hui, je suis moins sensible à ça parce que j'ai une cause un peu plus de respect par rapport à tout ça. C'est aussi un matériau qui n'a rien à voir avec le tissu et qui fait que chaque vêtement, chaque objet sera unique puisque la peau provient d'un seul et même animal, quoi. Et donc moi j'aime bien l'idée du vêtement unique que personne n'a à part toi. Je trouve ça assez luxueux. En fait. J'avais déjà vu quelques fourrures, etc. Pendant que tu étais assez fan de fourrures. Aussi parce que je trouvais qu'il y avait une chose primaire qui fait qu'on a besoin de se protéger et ça date de Cro-Magnon. Et moi j'aimais cette idée un peu se dire on se couvre mais la réinterpréter dans une idée de mode et de plus contemporaine. Aujourd'hui c'est un débat qui est un peu plus limite et je comprends tout ce qui se passe et les associations et c'est vrai qu'au plus j'avance dans ma carrière au moins j'ai envie de travailler avec ces matières-là, quoi. Même plus du tout. Donc la mode c'était comme une vocation pour toi? Ah totalement. Non, c'était une vocation, c'était une obsession, c'était une envie de vivre tout ça avec des idoles qui venaient que de la mode, comme Karl, comme Saint-Laurent. J'étais fasciné par ça et j'aimais aussi le monde qui gravitait autour de la mode, j'aimais la danse, tout ça c'est assez connecté et le monde de l'art, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé de question de ce que j'allais faire dans ma vie, dans ma carrière. La carrière elle m'appartient, hein, j'ai fait plein de choses mais elle me ressemble et c'est assez plaisant, c'est assez grisant et c'est pas frustrant. Ce monde on peut y faire plein de choses, il peut aussi vous faire beaucoup de mal, être très dévastateur. Et moi j'ai réussi à me protéger je pense, mais à toujours m'épanouir et à jouir chaque instant, chaque collection, même si elles sont très répétitives aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être animé d'une curiosité, d'une envie. Dans nos sociétés, être différent, d'assumer des choses de différence, c'est évidemment faire peur à l'autre, donc il y a l'attaque de l'autre. Donc moi je prenais ça à la fois comme une envie d'être moi-même et de revendiquer des choses que j'aimais. Je portais des kilts par exemple, mais on ne porte pas des kilts quand on grandit en France dans les années 80-90, mais j'avais cette envie-là et j'avais direct toutes les critiques où c'était assez violent, mais je les assumais. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi j'adore cette nouvelle génération qui assume tellement de choses, qui est libre et dans le corps. On oublie que dans l'histoire du costume, il y a un moment donné, les hommes étaient beaucoup plus apprêtés, beaucoup plus maquillés, beaucoup plus bijoutés que les femmes par exemple. Et la vie et l'histoire a fait que l'homme est devenu dans une catégorie très standardisée qui moi m'ennuie terriblement, me fait peur. La standardisation me fait extrêmement peur. Ça me fait très plaisir de voir des garçons ou des filles, enfin on ne sait plus, et c'est pas grave, du vernis, des talons. Pourquoi c'est dédié à une sexualité par exemple, aux hommes ou aux femmes? Moi je revendique la liberté et je crois que j'ai ça au fond de moi et dans mes collections
Et dès mon plus jeune âge, si je fais une psychothérapie à 2 balles, c'est que je voulais revendiquer. Et c'est ce que mes parents m'ont inculqué, la liberté et d'assumer ce qu'on est, quoi. Et comment s'est passée du coup cette rencontre avec Nicolas Ghesquière? C'est drôle parce qu'on a grandi dans la même région, qui est la Touraine. Moi j'étais au nord, lui était au sud. J'ai grandi à travers des personnes interposées qui connaissaient, que je connaissais, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc j'ai un peu suivi son parcours. Comme il est un peu plus âgé que moi et qu'il a commencé très très vite, j'étais assez fasciné par son parcours atypique, parce qu'il n'a pas fait d'école. Très vite il était allé chez Agnès B, chez Jean-Paul Gaultier. Et moi je ne rêvais qu'une seule chose, travailler dans la mode. Donc je me dis, il y a un gars qui vient de la même région que moi, ça doit pouvoir marcher, on n'est pas obligé d'être parisien, quoi. Et puis il y a une rencontre d'un garçon, il me l'a présenté, puis voilà, on est devenus amis, et puis il commençait Balenciaga et Callaghan, et il m'a dit, est-ce que tu veux pas m'aider, m'assister entre Paris, Milan, et moi c'était un cadeau, ouais, c'était un cadeau rêvé. J'avais pas conscience du génie de ce garçon et de tout ce qu'on a fait, des collections laboratoires de l'époque, d'aller chercher très très loin, et aussi dans un contexte qui était moins dans le côté commercial et le côté rentabilité qu'on vit tous aujourd'hui. Et son exigence m'a aussi, moi, permis de façonner un regard, d'avoir une silhouette en tête et d'avoir une exigence qui m'a aidé pour le reste de ma carrière et pour les autres expériences. C'était ancré en moi, en fait. On connaît les collections Balenciaga un peu du moment. Est-ce que la maison Balenciaga d'il y a 26 ans fait déjà des pièces aussi extravagantes qu'aujourd'hui? À cette époque, ouais. Mais c'était une autre extravagance. Le Balenciaga de l'époque avait un côté un peu niche, un peu pointu. Le Balenciaga d'aujourd'hui, même s'il est très extravagant, il est quand même la finalité est de vendre, et c'est des repères beaucoup plus grand public, même si après les matières sont pointues aussi, la manière de revisiter des chaussures, des sacs ou la silhouette. Mais je trouve on peut plus s'approprier une silhouette Balenciaga aujourd'hui. D'ailleurs, on voit des fausses silhouettes Balenciaga sortant de fripe, quoi, que à l'époque où il y avait aussi on travaillait beaucoup la matière, l'ennoblissement des matières, les finitions. Alors peut-être que les pièces aujourd'hui, moi je les regarde plus, elles paraissent peut-être banales, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait une envie de faire quelque chose de très différent, et aussi de travailler vraiment la silhouette, qui était aussi une silhouette très près du corps, très ajustée, très structurale et architecturale, puisque c'était l'essence même de la maison Balenciaga. Et tu penses quoi par exemple toi de la collaboration avec Adidas et Balenciaga? C'est assez quand même étonnant. Oui, c'est chouette. Moi je suis pas du tout la cible, je regarde, je trouve ça plutôt cool. Après moi je suis assez puriste, donc j'ai envie, l'Adidas, je vais chez Adidas, quoi. J'ai adoré Adidas Gucci parce que je trouvais ça plus playful. Moi avec mon goût ça m'amusait plus, mais c'est super intéressant de prendre des choses comme ça très très fortes et puis de les emmener dans un côté plus mainstream, effectivement. Tu as aussi travaillé pour la maison Carven. Je me demandais pourquoi les directeurs artistiques changeaient aussi souvent de maison. Alors ça n'est pas de ma volonté. Les maisons sont évidemment ou dans des groupes ou sont en permanence en rachat ou en vente. Moi j'ai eu la malchance de subir un rachat où le nouvel actionnaire n'a pas jugé bon de garder la collection. Donc moi j'étais très touché par ça, c'était assez brutal. C'est en ça que je dis aussi que j'ai réussi à me protéger de ce milieu qui peut être très très brutal, parce qu'un jour on est là avec plein d'idées et puis le lendemain, pour des raisons financières et de prise de décision par des actionnaires, on est remercié. Le truc c'est qu'aujourd'hui les spéculations sont très rapides et qu'on voit pour certains qui ne font qu'une saison alors qu'on les a mis sous l'éclairage, on a beaucoup communiqué dessus, parce que c'est aussi de la communication, de la mode. C'est extrêmement brutal, surtout quand vous êtes créatif, vous n'avez pas une vision à quelques mois, c'est une vision sur plusieurs années. Et moi j'avais la mission aussi de donner une vraie crédibilité de menswear dans la maison Carven qui n'existait pas réellement. Et j'étais très attaché à cette maison, à son héritage, à son histoire, et je trouvais qu'on allait dans la bonne direction. Et tu avais l'air un peu touché quand même par... Oui, touché parce que... Et comment t'as fait du coup pour rebondir un peu En fait, je me suis arrêté un an. J'ai voyagé, j'ai changé un peu mes idées, mes envies par rapport à ce milieu. Et pour être tout à fait honnête, je voulais partir de Paris, où j'avais fait toute ma carrière, où j'avais fait tout mon réseau, où les choses se passent aussi. Mais j'avais été tellement déçu, affecté moralement. Je m'étais dit, bah voilà, j'ai fait mon temps à Paris, je vais peut-être... il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. C'était une grosse déception. On parle de directeur artistique. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de Virgil Abloh? Bonne question. Paix et son âme, hein, mais moi je suis pas le bon client pour répondre à ça, dans la mesure où c'est pas ce qui me touche. Moi, c'est... Encore une fois, je regarde, je sais qu'il y a un message, je pense que la mode doit rester aussi séduisant et désirable. Moi, c'est pas ce qui me séduit. Quand je travaille, moi, je ne pense pas qu'à moi non plus, mais il y a quand même, quand on a des antennes et un peu de nez, ça ne me parle pas trop. Parce qu'il a quand même ramené beaucoup de ce côté streetwear
Oui. Et dans le luxe et... Oui, mais c'était pas le premier non plus. Je sais pas, je pense à un Helmut Lang il y a 20 ans. Il y avait ce côté de silhouette beaucoup plus fluide, moins formel, et pourtant les garçons étaient en costume. Mais pour moi, le street, il est arrivé il y a très 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 longtemps. Barnabé, ta spécialité c'est l'homme. Je te propose un petit jeu pour que tu réagisses à ce que portent les jeunes hommes en ce moment. Tu me dis si c'est une dinguerie ou si c'est complètement nul. Ok. Voici le premier outfit. Bah, je le trouve cool. Non, je le trouve cool. Du cheveu à la basket. J'aime bien l'idée de la typographie. Alors, je sais pas si la photo, mais je vois un truc un peu trouble là, entre les gens. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Ouais, c'est fait exprès. C'est une marque très hype sur TikTok. Pour moi, il y a de la musique qui sonne derrière tout ça, quoi. Donc, je trouve ça plutôt cool. C'est validé. Ah ouais. Ça, c'est validé aussi. Ça, c'est très 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 validé. La doudoune avec le côté un peu bouti dans ces couleurs-là. Peut-être moins la ceinture. Ouais, la ceinture, mais ça, on la voit beaucoup. Ouais. Mais je comprends pas. Bah, le côté bling, un peu, 90 aussi. Un western bling un peu décalé. Et puis, le jeans à trous qu'on a connu évidemment à la grande époque qui revient. Un peu de bijoux bling et puis la décoloration. Non, moi, je l'aime bien. Pareil, encore, ça sonne. Il y a de la musique aussi, un peu techno là derrière ça. C'est vraiment des styles qu'on voit beaucoup, en tout cas qui sont très copiés. Les gens essayent de faire pareil et avec d'autres articles. Bah, moi je trouve ça chouette parce qu'il y a aussi une affirmation, il y a de la flamboyance, il y a un côté joyeux et un peu playful quoi, qui moi me séduit en fait. Là on passe sur un autre style. Bah j'aime bien aussi, j'aime bien aussi. Mais après voilà, tout ce que vous montrez colorful, là il y a de la maille. Tu aimes beaucoup les couleurs? Ouais. Non, moi j'ai du mal à designer des costumes noirs ou des choses trop noires et là la maison pour laquelle je travaille est une maison aussi où on se fait plaisir avec la couleur. Il y a un truc dans la couleur où il faut vraiment trouver la bonne couleur pour le bon support ou le bon support pour la bonne couleur. Pas ça suivant. Ça me séduit moins, ça me séduit beaucoup moins. C'est du style Rick Owens, mais une silhouette qui existe et qu'on voit beaucoup dans la rue et qui est un type de garçon qui est là à part entière. Moi, cette silhouette m'ennuie en fait, parce qu'on la voit depuis très très longtemps. Je la trouve un peu passe-partout. On passe au dernier. Oui, passe-partout. Mais c'est toujours chouette. Après, il a les bonnes proportions. Le Bermuda au genou, c'est bien. Le t-shirt top où la manche est un peu longue et il est un peu loose sans être trop oversize. Mais c'est vrai que ces shorts-là, assez longs, ça revient pas mal. Ouais. Mais depuis plusieurs saisons. Et ça, je trouve que c'est une silhouette assez flatteuse. On n'a pas besoin de mesurer 1m90. Le petit mec d'1m65 sur son skateboard, je trouve qu'il a l'air toujours cool en fait. Pour toi, la silhouette parfaite, la silhouette qui représente... C'est la silhouette qui te sent libre et de mouvement et libre d'expression et dans laquelle tu te sens tellement bien, dans laquelle tu as une confiance où tu peux faire n'importe quoi, t'adresser à n'importe qui. Et, parce que c'est toujours un uniforme, une carapace, un vêtement. Et je trouve que c'est ça la silhouette idéale. Pour toi, ta silhouette à toi en tout cas? Moi ma silhouette c'est vraiment l'idée d'être libre en fait. Moi j'aime bouger, je suis à vélo, j'aime danser. Je trouve que si je suis coincé dans mes vêtements ou si une demi-heure après avoir enfilé un pantalon je suis coincé dedans, c'est que le vêtement est raté. Et ça m'arrive hein. Mais je veux dire par là, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le mouvement et comment interagit le corps avec le vêtement. J'aime pas trop la personne statique en fait. Et comment fonctionne ton processus de création lorsque tu dois créer une nouvelle collection? Ce processus ne s'arrête jamais. Jamais. Alors évidemment, il y a un début, il y a une fin, mais en fait, l'œil est toujours aux aguets de voir des choses, de les retranscrire consciemment ou inconsciemment. Le démarrage est quand même une envie. J'ai envie de ça, je vois mes copains comme ça, j'ai voyagé là, je sens qu'il y a ce truc qui se trame, le réchauffement climatique qui fait qu'on va aller vers des matières un peu plus souples. Covid, par exemple, a démontré que dans nos vies, maintenant, on portait plus de costumes. En fait, il faut être très à l'affût. Pour moi, il faut sortir dans la rue, il faut sortir partout, au théâtre, et voir comment vivent les gens. Et à partir de là, le process, il est d'établir des moodboards avec des pitchs qu'on aime bien, des échantillons de tissus, de broderies, amasser des choses, puis tout d'un coup, il y a une gamme de couleurs. J'ai envie d'un orange, parce que c'est joli un été, mais cet orange spécial. Puis on construit déjà ça, et puis une fois qu'on a les tissus, les couleurs, on pense à des vêtements dans ces tissus-là. Puis on crée une garde-robe où tout d'un coup, il y a une silhouette. Comment on fait un équilibre de ces couleurs en ayant un pull, un pantalon, des chaussures, et puis d'avoir une silhouette qui tout d'un coup va être grungy. Puis la saison d'après, est-ce qu'on a envie de grunge ou on écoute du grunge? La musique a beaucoup d'importance dans mon
mon processus de travail. Puis c'est aussi des tendances qu'on sent, là, les années 90, les années techno. C'est beaucoup de visuels, évidemment, qu'on s'échange pour aller chercher ce dont on a vraiment envie. Puis il y a beaucoup d'essayages. Moi, je travaille beaucoup en silhouette, c'est important. C'est pas un vêtement qu'on fit, c'est vraiment la silhouette pour savoir où se positionne le pantalon, quelles chaussures on va mettre pour avoir cette attitude. Et moi, je sais que je vois des garçons avec mes vêtements et j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être le client marrant ou des basketteurs qui mesurent 2 mètres de haut. Et je me dis, la manière dont ils s'approprient les vêtements m'intéresse beaucoup et peut m'inspirer pour d'autres saisons. Parce que tout d'un coup, je vais regarder des images de basket, alors que ça m'intéresse pas forcément à la base. Il y a une curiosité qui est permanente et je crois qu'il faut regarder la rue. Moi, je crois... Un mélange de voyages, de rencontres, Pour faire référence à la nouvelle génération dont tu fais partie, moi, j'aime me nourrir aussi de ça. J'aime bien mes jeunes collaborateurs ou des stagiaires qui restent là 6 mois, qui sont dans le bureau et qui ont des looks incroyables. Je crois qu'il faut aussi se remettre toujours en question. Il y a une ligne conductrice qui est l'ADN d'une maison et les codes d'une maison, mais quand tu commences à trop te répéter, c'est assez ennuyeux. As-tu déjà pensé à reprendre ta propre maison? Alors oui, j'y pense. Après, c'est un exercice que j'ai adoré faire, mais c'est un exercice très intrusif en fait. C'est pas que je me cache derrière une maison, parce qu'Isabelle et moi on a la même histoire et je fais des vêtements pour elle, mais c'est des vêtements que je pouvais faire pour moi. Avoir son nom et son prénom, puisque c'était ma marque, dans des vêtements. J'ai des envies, mais j'ai l'impression que pour l'instant j'arrive à combler mes envies dans d'autres projets, dans d'autres... Je me suis mis à la céramique il y a 3 ans, qui est un projet alors plus manuel, plus d'artisanat et que je fais moi-même. Et j'avoue aussi que c'est un échappatoire créatif qui est génial en fait. Moi j'ai pas de frustration aujourd'hui de me dire j'ai arrêté ma marque et je la fais plus, j'ai des envies, peut-être que je la referai d'une manière différente. Comme tu as compris, je veux plus faire de cuir ni de fourrure et c'était quand même ma spécialité. C'est le temps en fait qui manque aussi, parce que les idées ne manquent pas. Et là, j'avoue qu'aussi en vieillissant, j'ai plus envie de mettre le curseur du temps au même endroit quoi. La mode est une spirale infernale. Dès que vous avez fini une collection, il faut refaire. J'ai vu trop de personnes se faner en fait. Et quand on n'a pas le temps d'aller se nourrir, quand on est créatif, c'est un peu le problème. Moi, je veux consacrer aussi du temps à voyager, je veux consacrer... C'est important pour concevoir de nouvelles collections. C'est primordial. Et le monde va vite en fait. Moi je peux pas être que sur mon Instagram à regarder des choses en 2D et à passer. C'est un très bon outil. Il faut sentir les choses. Il y a des moments dans la rue, comme je te dis, moi je suis toujours à vélo. Il y a des moments où tu tournes la tête et tu te dis ah ouais c'est génial comme idée. Mais c'est furtif. Mais si tu ne regardes pas et que tu as le nez sur le téléphone, je vais faire un peu un vieux con là, mais tu loupes ce moment, tu vois. Et je crois que la création ne sera que forte avec ces moments imperceptibles et magiques. Donc pour finir, j'aimerais savoir pour toi les prochaines tendances hommes pour cet hiver. Il y a toujours quand même ce truc 2000, années 2000, techno house qui reste. Je crois qu'il y a ce côté un peu rave party, woody, en polaire, un peu colorful. Le battle dress, pantalon cargo pants, qui est pour moi une tendance aussi. Grosses chaussures, grosses baskets. J'aime moi dans un autre registre, mais je pense que ça va perdurer, le mocassin, un peu chunky, parce que je trouve que ça pouvait être un peu connoté BCBG. Or là il y a plein de déclinaisons qui sont un peu plus street. Alors le street, t'en parlais, ça c'est une tendance à part entière qui va perdurer. Et je vois quand même un hiver assez voluptueux en fait. On n'est plus dans les choses d'hiver rigoureux où il faut vraiment se protéger avec des pollenés, des bombardiers qui sont très très lourds. Je pense toujours à des superpositions qui font que tu peux, c'est comme un oignon, s'il fait très froid, tu pourras te protéger puis enlever au fur et à mesure. Ta question est très intéressante, mais vu que je suis très dans l'été, je n'ai pas pensé à l'hiver, mais c'est quand même une silhouette pareille qui est pas près du corps. Il y a un baggy, un logo ou toute le logotisation qui devient de moins en moins présente. En fait, le logo se rétrécit. On est allé tellement loin aussi. Et malgré tout, les défilés de l'hiver dernier nous a démontré qu'il y avait un côté tailoring, un peu plus costume qui revenait, un peu plus habillé, qui sera toujours un peu décontracté, qui sera pas le côté costume Armani des années 80 ou Slimanesque des années 90-2000, mais il y a un truc dans l'air d'avoir la jolie veste. Pas le total look costume, mais il y a un truc plus tailleur et moins sportswear. Merci Barnabé d'être venu nous voir et surtout d'être venu percer le mystère qui se cache derrière le style de Barnabé Hardy. Merci à toi. Les petits stylés, je compte sur vous pour liker, commenter et surtout vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, le style c'est comme le wifi, plus c'est fort mieux c'est, mais parfois il faut vraiment le chercher pour le trouver.